Mon grand-père a vendu son ranch pour 1,2 million d'euros et a tout donné à mon père. Prends soin de moi, lui avait-il dit. Mais une nuit d'orage, mon père l'a mis dehors comme un malpropre. Je l'ai accueilli chez moi. Quelques mois plus tard, il est décédé. Lors de la lecture du testament, l'avocat a révélé les dernières volontés de grand-père et tout le monde est tombé dans un profond silence. Bonjour, je m'appelle Grégoire Dubois, j'ai 33 ans. Je vis à Toulouse, en Occitanie. Ou plutôt, je squatte temporairement ici, dans la maison de mes parents, l'endroit où je suis né et j'ai grandi. C'est le prix que je paie pour les choix audacieux que j'ai faits à 33 ans. J'étais programmeur à Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur, travaillant pour une grande entreprise technologique avec un salaire assez confortable pour bien vivre. Mais j'ai démissionné. Une décision dont, alors que je suis assis à regarder le plafond fissuré dans cette pièce, je ne suis pas sûr si elle était courageuse ou stupide. J'ai tout laissé derrière moi pour courir après un rêve de start-up. Une entreprise de technologie agricole qui, je le croyais, pourrait changer la façon dont le monde produit de la nourriture. Mais en ce moment, ce rêve n'est que des lignes de code inachevées sur mon ordinateur portable et un compte bancaire qui diminue rapidement. Toulouse n'est pas l'endroit où j'ai choisi de revenir. Cette ville avec ses rues bordées de platanes et ses après-midi écrasantes n'est pas un endroit qui nourrit les grands rêves. C'est là que j'ai grandi, où j'avais l'habitude de faire du vélo dans les rues calmes, où mes parents, Daniel et Brigitte Dubois, ont construit leur vie. Mais en revenant ici maintenant, je me sens comme un échec. Un fils de 33 ans qui dépend toujours de ses parents pour un endroit où dormir. Chaque fois que je descends les escaliers, j'entends le soupir de mon père, comme si ma présence était un fardeau tacite. Mon père, Daniel Dubois, est le genre d'homme qu'on appellerait patriarcal au sens propre du terme. Il est l'aîné de la famille, toujours fier de prendre ses responsabilités, bien que parfois je pense qu'il aime juste la sensation de contrôle. Il dirige une petite entreprise de construction, pas très prospère, mais suffisante pour maintenir notre famille dans la classe moyenne. Papa parle toujours d'argent, de comment en gagner plus, comment maintenir les apparences devant les proches. L'argent est la seule chose qui pousse les gens à te respecter, Grégoire, disait-il, ses yeux vifs comme s'il essayait de graver les mots dans mon cerveau. Je n'ai jamais été d'accord avec lui. Peut-être est-ce pour cela que nous nous sommes souvent heurtés depuis que j'étais enfant jusqu'à maintenant, et j'ai 33 ans, et il me regarde toujours comme si j'étais un échec. Ma mère, Brigitte, est différente. C'est le genre de personne qui peut vous faire rire en quelques secondes après l'avoir rencontrée, mais ensuite vous réalisez que son sourire s'accompagne souvent d'un ordre du jour. Elle est charmante, intelligente et a un don pour la flatterie quand cela lui convient. Elle sait toujours comment apaiser papa, calmer ses colères, mais je sais qu'elle a ses propres calculs. La vie est un jeu, Grégoire, m'a-t-elle dit quand j'étais jeune. Et il faut savoir jouer pour gagner. Je ne suis pas sûr à quel jeu elle joue, mais j'ai toujours senti qu'elle gardait une distance avec moi, comme si je faisais partie de son plan, mais jamais le centre de celui-ci. Ensuite, il y a mon grand-père, Henri Dubois, que je n'ai rencontré qu'une poignée de fois dans ma vie. Il a 82 ans, vivant dans un vaste mas dans la région des Hauts-Plateaux, un long trajet depuis Toulouse. Quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient rarement lui rendre visite. Ils étaient toujours occupés, et j'étais préoccupé par l'école, les amis et les rêves enfantins de devenir astronaute ou programmeur de génie. Mes souvenirs de Pépé Henri sont vagues, juste des images d'un homme grand et mince aux cheveux blancs assis sur un vieux fauteuil sur le porche de son mas, regardant des champs sans fin. C'est un homme de peu de mots, mais ses yeux avaient toujours une vivacité comme s'il pouvait lire les pensées de chacun. Je ne suis pas proche de lui, et cela me fait me sentir coupable, surtout depuis que ma grand-mère est décédée il y a 6 mois. J'ai pensé à l'appeler, mais j'hésite toujours. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Tout a changé un samedi après-midi alors que j'étais assis dans ma chambre, aux prises avec un bug de codage qui me rendait fou toute la semaine. La sonnette a retenti, me sortant de mon écran d'ordinateur portable. J'ai entendu ma mère se précipiter pour ouvrir la porte, sa voix aiguë de surprise. « Oh, papa, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais ?» J'ai froncé les sourcils, me demandant qui pourrait rendre ma mère si excitée. En descendant les escaliers, j'ai vu Pépé Henri debout dans le salon, appuyé sur sa canne, son vieux chapeau légèrement incliné sur la tête. Il semblait beaucoup plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu, mais ses yeux, vifs et déterminés, étaient inchangés. « Grégoire » m'a-t-il appelé, sa voix basse mais stable. « Tu as tellement grandi. » J'ai esquissé un sourire gêné, ne sachant pas quoi dire.
Pépé Henri n'est pas du genre à faire des câlins ou sentimental, alors j'ai juste hoché la tête et l'ai invité à s'asseoir. Ma mère s'est affairée à préparer des boissons tandis que mon père, juste de retour du bureau, regardait Pépé Henri avec un mélange de surprise et de lassitude. « Est-ce que quelque chose d'important t'amène ici, papa ?» a-t-il demandé, essayant de paraître poli, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. Pépé Henri n'a pas répondu tout de suite. Il s'est assis dans le vieux fauteuil du salon, tapotant légèrement sa canne comme s'il pesait quelque chose. Puis il a parlé lentement et clairement. « Je veux une réunion de famille. Appelez Philippe et Léna ici. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Philippe est mon oncle, le deuxième fils de Pépé Henri, vivant en Basse-Loire. Léna est ma tante, la plus jeune, installée en Bretagne côtière. Je ne les ai pas beaucoup vus, mais je sais que la famille Dubois n'est pas du genre à se rassembler facilement. Chacun a sa propre vie et ce qu'on appelle les liens familiaux ici est souvent éclipsé par des agendas personnels. Mais Pépé Henri avait parlé, et personne n'osa argumenter. Mon père a appelé oncle Philippe et tante Léna et en quelques jours, ils étaient à Toulouse. La réunion de famille a eu lieu un vendredi soir dans la salle à manger de mes parents. L'air était lourd malgré les efforts de maman pour l'alléger avec un assortiment de grillades et de vin. Oncle Philippe, un homme costaud avec une voix retentissante, s'est assis à côté de tante Léna, qui est menue mais a des yeux aussi vifs que ceux de Pépé Henri. Mon père était assis en bout de table, essayant de projeter de l'autorité, tandis que maman continuait à verser du vin, affichant un sourire inquiet. Je me suis assis dans un coin, me sentant déplacé parmi ces proches que je n'ai jamais vraiment compris. Pépé Henri s'est levé, appuyé sur sa canne, regardant chacun de nous. « J'ai vendu le mas », a-t-il dit, sa voix égale, mais comme une bombe tombant dans la pièce. Tout le monde s'est figé. Le mas des hauts plateaux était la fierté de Pépé Henri, quelque chose à quoi il était lié toute sa vie. 1 200 000 €, a-t-il poursuivi, sans regarder personne dans les yeux. C'est ce que j'ai, et je veux que ce soit clair. Celui qui prendra soin de moi à partir de maintenant recevra la somme entière. La pièce a éclaté, non pas en bruit, mais en un chaos d'émotions. Mon père a laissé échapper un rire court et sec, comme s'il avait entendu une blague, mais s'est rendu ensuite qu'elle était réelle. « Tu es sérieux, papa ?» a-t-il demandé, sa voix hésitante, ses yeux brillants comme ceux d'un loup affamé sentant la proie. Maman Brigitte, rapide comme l'éclair, s'est jetée dans la mêlée, sa voix si douce qu'elle m'a donné des frissons. « Oh, papa, bien sûr, tu dois rester avec nous. Notre maison à Toulouse est spacieuse, confortable. Tu seras plus heureux ici qu'ailleurs. » Elle s'est penchée vers Pépé Henri, son sourire radieux, mais je savais que c'était le sourire de quelqu'un qui venait de voir une opportunité de changer sa vie. Oncle Philippe a frappé la table de la main, le bruit me faisant sursauter. « Attendez » a-t-il rugi, sa voix résonnant dans la pièce. « En Basse-Loire, j'ai mon propre domaine 10 fois plus grand que cette maison exiguë. Papa, viens là-bas et je te traiterai comme un roi. » Il s'est tourné vers mon père, les yeux flamboyants. « Daniel, ne pense pas que être l'aîné te donne un passe-droit. Tu es occupé avec cette petite entreprise de construction. Comment peux-tu t'occuper de papa mieux que moi ?» Mon père s'est levé d'un bond, sa chaise grinçant bruyamment. « Philippe, comment oses-tu » a-t-il crié, le visage rouge. « Tu vis dans cette Basse-Loire infestée de moustiques, ravagée par les tempêtes. Comment peux-tu t'occuper de papa ? Il a besoin de stabilité. Un endroit décent comme Toulouse, pas ton étable à chevaux. » Je n'avais jamais vu papa aussi en colère, mais je savais qu'il ne défendait pas juste Pépé Henri. Il défendait l'argent. 1 200 000 €. Ce chiffre était comme un feu brûlant toute once de décence restante dans la pièce. Tante Léna, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a soudainement ri, un rire aigu et tranchant qui a fendu l'air. « Vous êtes hilarants, tous les deux » a-t-elle dit, sa voix douce, mais dégoulinant de sarcasme. Agir comme si papa était un prix pour lequel se battre. Si on parle de soins, ma maison en Bretagne côtière a un air pur et elle est près d'un grand hôpital avec les meilleurs médecins. Papa, reste avec moi et je m'occuperai de tout. Nourriture, santé, tout ce que tu veux. Elle a regardé Pépé Henri, ses yeux brillants de confiance. Papa, tu sais que je suis ta fille. Je m'occuperai mieux de toi que ces deux-là qui se chamaillent comme des enfants. J'étais assis là, les regardant tous les trois se disputer, leur voix devenant de plus en plus forte, de plus en plus échauffée. Maman a jeté dans la mêlée, essayant de faire la médiation,
mais en réalité ne faisant qu'ajouter de l'huile sur le feu, insistant constamment sur le fait que papa était l'aîné, le plus responsable. Oncle Philippe a divagué sur la façon dont il avait aidé Pépé Henri à réparer les tables quand il était jeune, comme si cela prouvait sa piété filiale. Tante Léna a évoqué comment elle envoyait régulièrement des cadeaux à Pépé Henri, même si tout le monde savait qu'il ne s'agissait que de biscuits bon marché de supermarché. Pépé Henri est resté silencieux pendant toute la dispute, sa main tapotant légèrement sa canne, ses yeux calmes mais perçants, comme s'il regardait une pièce dont il connaissait déjà la fin. Finalement, alors que les voix de papa et d'oncle Philippe passaient du cri au hurlement, Pépé Henri a levé la main, signalant à tout le monde d'arrêter. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception de la respiration lourde de papa et du tic-tac de l'horloge murale. « Assez », a dit Pépé Henri, sa voix basse mais autoritaire. « Je ne veux plus entendre. Daniel, tu es l'aîné. Tu t'occuperas de moi. C'est ma décision. » Papa Daniel a esquissé un sourire triomphant. Maman Brigitte a battu des mains, piaillant comme si elle venait de gagner une partie à gros enjeux. « Oh, papa, quelle sage décision. Nous prendrons grand soin de toi, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de miel. Mais j'ai vu les yeux d'oncle Philippe s'assombrir comme une tempête sur le point d'éclater. Tante Léna s'est contentée de pincer les lèvres et de détourner le regard, mais je savais qu'elle était furieuse. Et je suis resté assis là, un sentiment de malaise grandissant dans ma poitrine. La décision de Pépé Henri n'était pas juste de choisir un endroit où rester. C'était une mèche. Et je savais que tôt ou tard, elle déchirerait cette famille. Le jour où Pépé Henri a officiellement déménagé à Toulouse, la maison de mes parents s'est transformée en scène pour une grande performance. Ma mère, avec son talent inné pour l'organisation, a transformé cette soirée en un festin somptueux. La table de la salle à manger était dressée comme pour un banquet de mariage, une nappe en soie blanche, nos plus belles assiettes en porcelaine, et une énorme dinde rôtie en pièces maîtresses qui remplissait l'air d'un arôme si alléchant que je devais admettre que maman y avait mis tout son cœur. Le vin rouge scintillait dans les verres, et la lumière du lustre se reflétait sur les sourires radieux de tout le monde. Mon père, habituellement sévère, n'était que rire et bavardage ce soir-là, levant son verre pour trinquer à Pépé Henri. « Papa, à partir de maintenant, tu es ici avec nous, et cette maison sera une vraie famille, » a-t-il déclaré, sa voix retentissante comme s'il s'adressait à une foule de centaines de personnes. Pépé Henri était assis en bout de table, tenant son verre de vin, ses yeux calmes mais illisibles. « Merci, mes enfants, » a-t-il dit, sa voix chaleureuse mais stable. Puis, comme pour souligner sa décision, il s'est lentement penché et a ouvert un vieux sac en toile placé au pied de sa chaise. Nous avons tous regardé en silence. Il a sorti une pile de billets, solidement attachés avec des élastiques, chaque liasse croustillante et neuve. L'odeur du papier et de l'encre flottait dans la pièce. Il a posé la pile sur la table, juste devant mon père. C'est 1 200 000 €. Je vous le confie à vous deux, a dit Pépé Henri. La pièce est tombée dans un silence mortel, pas un clignement de paupières. Puis ma mère a rompu l'immobilité. « Oh mon Dieu !» s'est-elle exclamée, se précipitant vers la table, battant des mains comme une enfant déballant un cadeau d'anniversaire. « Papa, tu me rends si heureuse que je pourrais pleurer. Nous sommes tellement reconnaissants. » Mon père a saisi une liasse de billets, et je pouvais voir ses mains trembler. Ses yeux brillaient, non pas d'émotion, mais d'une avidité, d'une incrédulité stupéfaite, comme s'il venait de tomber sur un trésor et ne savait pas s'il devait le cacher ou crier triomphalement. Je me suis assis au coin de la table, regardant la scène se dérouler comme un spectateur réticent. Je ne savais pas ce que je ressentais, de l'admiration pour la générosité de Pépé Henri ou un malaise à la vue de cette somme massive entre les mains de mon père, un homme dont je savais qu'il voyait tout à travers le prisme de l'argent. Mais cette nuit-là, personne n'a mentionné les tensions de la réunion de famille précédente. Tout le monde a ri, trinqué, et a fait semblant que la famille Dubois était l'image de l'unité parfaite. Les premiers mois se sont passés paisiblement, du moins en surface. Ma mère s'est transformée en belle-fille idéale. Chaque matin, elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner avec du pain grillé, des œufs au plat et du café noir, exactement comme Pépé Henri l'aimait. « Papa, j'ai fait le café comme là-bas, » disait-elle, son sourire aussi éclatant que le soleil matinal. Mon père prenait le temps d'emmener Pépé Henri se promener dans le quartier, lui montrant les nouvelles maisons et se vantant de son entreprise de construction. « Tu vois, papa, Toulouse est en plein essor. J'utiliserai cet argent pour agrandir l'entreprise, te rendre fier, disait-il, la voix pleine d'ambition. Pépé Henri acquiesçait, parfois souriait,
mais je remarquais que son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Moi, dans ma petite chambre mansardée, j'essayais de me concentrer sur ma start-up. Les lignes de code sur mon ordinateur portable étaient mon seul espoir d'échapper à ce séjour temporaire. Mais chaque fois que je descendais, je voyais Pépé Henry assis dans le vieux fauteuil du salon, appuyé sur sa canne, regardant calmement par la fenêtre. J'ai commencé à lui parler davantage, non pas à cause de l'argent ou du devoir, mais parce que je sentais sa solitude. La région des hauts plateaux te manque, Pépé Henry, ai-je demandé un jour alors que nous buvions du thé sur le porche. Il regardait au loin, sa voix basse et mélancolique. Oui, Grégoiret. C'est là que j'étais vraiment moi-même. Ces mots m'ont touché le cœur, comme s'il était piégé dans un endroit qui ne lui appartenait pas. Les choses ont commencé à changer la deuxième année. L'enthousiasme fin de mes parents a commencé à s'estomper comme une peinture qui s'écaille, révélant le mur terne en dessous. Un matin, j'ai surpris maman se plaignant dans la cuisine. Sa voix n'était plus sucrée. Daniel, tu sais, le coût de la vie a grimpé en flèche depuis que papa a emménagé. L'électricité, l'eau, et sa nourriture. Comment mange-t-il autant? Papa, révisant les factures, acquiesçait. Ouais, c'est cher, mais ne t'inquiète pas, cet argent couvrira tout. Il jeta un coup d'œil rapide vers le salon où Pépé Henry était assis, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas entendu, mais je savais qu'il avait entendu. J'ai vu sa main se crisper autour de sa canne, un éclair de douleur dans ses yeux. À partir de là, les attitudes de mes parents sont devenues plus manifestes. Maman a arrêté de préparer le petit déjeuner, laissant à la place une boîte de céréales bon marché sur la table. Papa, sers-toi. Je suis trop occupée, disait-elle brusquement, comme si Pépé Henry était un locataire indésirable. Papa a commencé à se plaindre ouvertement. Papa, as-tu laissé la télévision allumée toute la nuit? La facture d'électricité ce mois-ci est au plafond. A-t-il claqué pendant un dîner, sur un ton dur? Au début, Pépé Henry a essayé de tenir bon. Une fois, quand maman l'a grondé pour avoir renversé de l'eau sur son nouveau tapis, il s'est levé, sa voix ferme. Brigitte, j'ai donné 1 200 000 € à Daniel. Ne me traite pas comme un profiteur. Maman s'est figée, mais ensuite elle a ricané. Papa, cet argent est pour prendre soin de toi, pas pour que tu fasses ce que tu veux. Papa a ajouté, sa voix froide. Exactement, papa. Cette maison a des règles, et tu dois les respecter. D'ailleurs, qui sait combien de temps tu vivras? Ton million pourrait même ne pas suffire. J'étais là, le cœur battant, voulant crier, mais incapable de le faire. Pépé Henry a regardé mes parents, ses yeux mêlés de colère et de déception, mais il s'est juste détourné en silence. Progressivement, Pépé Henry s'est lassé. Les petites disputes dans la maison se sont multipliées, mais il a arrêté de riposter. Une fois, alors que je le voyais assis seul dans le salon, regardant par la fenêtre comme s'il aspirait à la région des hauts plateaux, « N'es-tu pas fatigué, grand-père » ai-je demandé, m'asseyant à côté de lui, il a esquissé un sourire triste. Oui, Grégoiret. Mais à quoi bon se disputer? Je veux juste la paix. Ces mots m'ont tordu le cœur, comme si je regardais un géant emprisonné. Pendant ces jours tendus, Pépé Henry et moi avons commencé à parler davantage. Un après-midi, alors que nous étions assis sur le porche avec le coucher du soleil peignant la rue en or, j'ai rassemblé le courage de demander. Grand-père, pourquoi as-tu vendu le mas? Je pensais que tu l'aimais plus que tout. Il a fait une pause, tapotant légèrement sa canne comme s'il pesait ses mots. Je suis vieux, Grégoiret, a-t-il dit, sa voix basse comme le vent sur un champ. Le mas était toute ma vie, mais c'était aussi un fardeau. Après la mort de ta grand-mère, je ne pouvais pas supporter de vivre là-bas seul. Je voulais me reposer, être près de la famille. Je pensais que le vendre m'apporterait la paix. Il a fait une pause, un éclair de douleur dans ses yeux. Mais peut-être que je me suis trompé. Puis il s'est tourné vers moi. Et toi, Grégoiret? Comment va ta start-up? Tu as quitté ton emploi pour courir après un rêve, ça ne doit pas être facile. J'étais surpris qu'il s'en soucie. J'essaie, ai-je dit hésitamment. Je veux créer un logiciel pour aider les agriculteurs à optimiser les cultures, mais en ce moment, je n'ai que quelques lignes de code dans un compte bancaire presque vide. Il a acquiescé, ses yeux s'illuminant. Bien. N'abandonne pas. J'ai aussi commencé avec rien. Chaque fois que je tombais, je me relevais. Tu dois faire de même.
Ces mots étaient comme une étincelle rallumant l'espoir en moi. Ces conversations sont devenues le point lumineux au milieu de la tension croissante du foyer. Mais mes parents n'ont fait qu'empirer. Ils appelaient grand-père un fardeau, se plaignant des dépenses comme si les 1,2 million d'euros s'étaient évaporés. Un soir, alors que j'aidais Pépé Henri à réparer une vieille radio, papa a fait irruption, le visage rouge. Grégoire, qu'est-ce que tu fais à traîner avec grand-père toute la journée? Tu n'as rien de mieux à faire, a-t-il aboyé. J'ai essayé de rester calme. J'aide juste grand-père, papa. Mais grand-père m'a regardé, ses yeux disant, ne discute pas, je ne pouvais pas rester silencieux. Toi et maman le traitez mal, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Il n'est pas un fardeau. C'est lui qui vous a donné une fortune. Papa a ricané. Toi, le profiteur, tu oses me dire comment vivre. Maman a coupé court. Grégoire, ça suffit. Tu n'as pas le droit de parler comme ça dans cette maison. Leurs mots m'ont rendu furieux, mais j'étais impuissant. Cette nuit-là, j'ai passé des heures à me retourner dans le vieux lit de la chambre mansardée, regardant le plafond fissuré, me sentant comme si le monde s'écroulait autour de moi. Les mots de mes parents résonnaient dans ma tête. Profiteur. Échec. Ils ont lacéré ma fierté comme des couteaux. J'étais programmeur à Sophia Antipolis, sur la Côte d'Azur, avec un bon emploi et un avenir prometteur. Pourtant, me voici à 33 ans, vivant au crochet de mes parents, sans un sou et sans perspective. Ma start-up, le rêve sur lequel j'avais tout misé, n'était toujours que des lignes de code inachevées sur mon ordinateur portable et un compte bancaire presque vide. Je ne me sentais pas différent de Pépé Henri, piégé, bafoué dans ma propre famille. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages. Juste un sac à dos avec quelques vêtements, mon ordinateur portable, et un carnet plein d'idées de start-up. Je ne pouvais pas rester dans cette maison une minute de plus. En descendant les escaliers, j'ai vu Pépé Henri assis dans le salon, tenant une tasse de café froid. Il a levé les yeux, son regard interrogeant où j'allais. Je ne peux plus rester ici, grand-père, ai-je dit, ma voix. Je ne peux pas regarder maman et papa te traiter comme ça. Pépé Henri n'a rien dit, a juste hoché la tête. Mais j'ai vu un éclair de douleur dans ses yeux. Fais attention, Grégoire, a-t-il dit, sa voix basse. La vie n'est pas facile, mais il faut être fort. J'ai quitté la maison de mes parents, le cœur lourd, mais aussi soulagé. J'ai loué une petite chambre dans la banlieue de Toulouse, à peine assez grande pour un lit simple, une table branlante et une armoire ébréchée. C'était bon marché, mais je devais quand même gratter mes maigres économies pour couvrir le loyer. La chambre sentait le moisi, et la fenêtre grinçait à chaque fois que je l'ouvrais, mais au moins c'était chez moi. Je n'avais plus à endurer les paroles dures de mes parents ni à être témoin du traitement de Pépé Henri comme un invité indésirable. Mais la vie n'est pas devenue plus facile. Ma start-up était toujours au point mort. J'ai commencé à travailler de nuit comme livreur pour joindre les deux bouts. Pendant ces longues nuits, conduisant dans les rues calmes de Toulouse, j'avais le temps de penser à Pépé Henri, à mes parents, à mes rêves. Certaines nuits, j'étais si épuisé que j'avais envie d'abandonner. Mais ensuite, je me souvenais des paroles de grand-père. Chaque fois que je tombais, je me relevais. Je me disais de continuer, ne serait-ce que pour prouver que je n'étais pas l'échec que mon père prétendait que j'étais. Je suis resté en contact avec Pépé Henri par de courts appels téléphoniques. Il ne disait pas grand-chose, mais je pouvais entendre la lassitude dans sa voix. « Tout va bien, grand-père » demandai-je, sachant que la réponse ne serait jamais honnête. « Je vais bien. »« Ne t'inquiète pas pour moi » disait-il. Mais sa voix était fragile, comme s'il cachait sa douleur. Je voulais faire quelque chose pour lui, mais je n'avais rien à offrir. Juste moi, un rêveur au chômage avec une ambition qui s'évanouissait. Les premiers mois dans la chambre louée furent un flou sans fin d'épuisement. Je travaillais jour et nuit, codant pour ma start-up et livrant des colis jusque tard. La chambre devint un nouveau genre de prison, non pas à cause de mes parents, mais à cause de mes circonstances. J'ai commencé à douter de moi-même. Est-ce que je courais après un rêve fou? Pourrais-je vraiment transformer mon idée de logiciel agricole en réalité? Ces questions me hantaient, surtout les nuits de pluie où le bruit de l'eau s'égouttant par une fuite dans le toit ressemblait à un rappel de mon échec. Un jour, j'ai décidé de rendre visite à la maison de mes parents, non pas pour les voir, mais pour prendre des nouvelles de Pépé Henri. Quand je suis entré, je l'ai trouvé assis seul dans le salon, appuyé sur sa canne, les yeux vides alors qu'il regardait par la fenêtre.
Mes parents n'étaient pas là, et je me suis senti soulagé. Je suis venu te voir, grand-père, ai-je dit, forçant un sourire. Il m'a regardé, ses yeux s'éclaircissant légèrement, mais toujours teintés de tristesse. Tu vas bien, Grégoire? A-t-il demandé, sa voix basse, mais attentionnée. J'ai hoché la tête, bien que nous sachions tous deux que c'était un mensonge. Nous nous sommes assis, sirotant du café en silence. Puis grand-père a parlé de manière inattendue. Grégoire, as-tu déjà pensé à abandonner ton rêve? Sa question m'a pris au dépourvu. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il pose une question aussi profonde. Oui, grand-père, ai-je admis, ma voix douce. Certains jours, j'ai juste envie de retourner à mon ancien emploi, de vivre une vie plus facile. Mais ensuite je pense que si j'abandonne, je ne serai pas différent de papa. Vivre juste pour l'argent, pas pour la passion. Grand-père a acquiescé, ses yeux semblant voir droit à travers moi. Bien. Ne sois pas comme ton père. Ne laisse pas l'argent t'aveugler sur qui tu es. Cette conversation fut comme un coup d'adrénaline, mais elle ne pouvait pas effacer les défis qui m'encerclaient. J'ai continué à travailler, à livrer, mais mes pensées étaient toujours avec Pépé Henry. Je m'inquiétais pour lui, craignant qu'il n'endure plus qu'il ne le laissait paraître. Dans les mois qui ont suivi, je me suis plongé dans mon travail, essayant de garder mon rêve en vie. J'ai fait quelques petits progrès avec la start-up. Un investisseur potentiel a accepté de me rencontrer, bien qu'il n'ait rien promis. Mais chaque fois que je pensais à Pépé Henry, une douleur aiguë me poignardait. Je savais qu'il vivait dans une maison qui n'était plus un foyer, avec des gens qui ne le voyaient que comme un moyen d'obtenir de l'argent. Je voulais le faire sortir de là, mais je n'avais rien. Pas d'argent, pas de maison, pas même un avenir certain. Par une nuit d'orage, je suis rentré d'une tournée de livraison, trempé et épuisé, mes chaussures sentant la pluie et la boue. Je me suis effondré sur le vieux lit, essayant de fermer les yeux et d'oublier la fatigue, quand mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran d'un air furieux, pensant que c'était peut-être une commande tardive, mais c'était le numéro de grand-père. Mon cœur s'est emballé, un sentiment d'abattement m'a envahi. Grégoire. La voix de grand-père est parvenue, fragile et tremblante, comme si chaque mot luttait pour échapper à sa gorge. Je suis parti de la maison. Ces mots m'ont poignardé le cœur, coupant et douloureux. J'ai sursauté, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu? Ai-je demandé, ma voix se brisant, mon esprit tourbillonnant avec 1000 questions. Je n'en pouvais plus, Grégoire, a dit grand-père, sa voix s'étouffant comme s'il retenait des larmes que je savais qu'il ne montrerait jamais. Daniel et Brigitte, ils ne me voient plus comme leur père. Ils m'appellent un fardeau, disent que je leur coûte de l'argent, que je ruine leur vie. Il a fait une pause et je l'ai entendu prendre une profonde respiration tremblante, essayant de se calmer. La colère a déferlé en moi, chaude et incontrôlable. Ils n'ont aucun droit de dire ça, ai-je presque hurlé. Tu leur as tout donné. Tu as sacrifié ton mas. Comment ose-t-il te traiter comme ça? Mais grand-père a seulement soupiré, sa voix s'estompa. Je ne sais plus. J'ai appelé Philippe, mais il a dit que j'avais choisi la mauvaise personne. J'ai appelé Léna, mais elle a dit que son mari ne me laisserait pas rester. Il ne me reste plus personne, Grégoire, sauf toi. Ces mots étaient un poignard, à la fois douloureux et lourd de responsabilité. Oncle Philippe et tante Léna, ceux qui se battaient autrefois pour s'occuper de lui à cause des 1,2 million d'euros, lui avaient maintenant tourné le dos, comme s'il ne valait rien. Où es-tu? Ai-je demandé, ma voix tremblante, mais résolue. Dans un petit motel près de la gare routière, a-t-il répondu faiblement. Je ne voulais pas te déranger, Grégoire, mais je ne sais pas où aller. Et je n'ai plus un sou. Ces mots ont brisé toutes les barrières en moi. Mes yeux piquaient. Attends-moi, grand-père, ai-je dit, ma voix ferme malgré la tempête intérieure. J'arrive tout de suite. J'ai enfilé ma veste trempée, attrapé mes clés et me suis précipité dehors sous la pluie, qui tombait comme si elle essayait de noyer la ville. Une seule pensée me dévorait. Je devais ramener grand-père, même si tout ce que j'avais était une chambre louée exiguë dans un rêve mourant. Le motel que grand-père a mentionné était à la périphérie de Toulouse, un endroit délabré avec une enseigne au néon clignotante. Quand je suis arrivé, grand-père se tenait sous l'auvent, appuyé sur sa canne, son vieux chapeau de cow-boy incliné sur la tête. Sa silhouette mince et fragile semblait petite sous la faible lumière jaune, une silhouette solitaire sous la pluie. J'ai couru vers lui,
le faisant monter dans la voiture, le protégeant des gouttes glacées. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, ma voix se brisant d'inquiétude. Il a hoché la tête, mais j'ai vu que ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Merci, Grégoire, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Je l'ai emmené dans ma chambre louée exiguë. Ce n'était pas le mas des hauts plateaux ni la maison confortable de mes parents, mais c'était un endroit où je pouvais lui faire sentir qu'il était aimé. J'ai sorti la seule chaise pour qu'il s'assoie et j'ai fouillé dans l'armoire pour trouver une serviette sèche. « Essuie-toi bien. Ne prends pas froid, ai-je dit, forçant un sourire. Grand-père a pris la serviette, mais ses yeux sont restés fixés sur la fenêtre où la pluie tombait toujours. Je n'aurais jamais cru que les choses tourneraient comme ça, a-t-il dit, sa voix lourde de tristesse. Je pensais que la famille serait l'endroit où je trouverais la paix. Ces mots m'ont tordu le cœur. Je me suis assis par terre à côté de lui, ne sachant pas quoi dire. Je suis désolé, grand-père, ai-je murmuré. J'aurais dû faire quelque chose pour toi plus tôt. Il a secoué la tête, tapotant légèrement sa canne. Ce n'est pas ta faute, Grégoire. Tu es le seul dans cette famille qui me voit encore comme une personne. Ces mots étaient à la fois douloureux et étrangement réconfortants. Je savais que je n'avais pas grand-chose, mais je ferais tout pour le protéger. Dans les jours qui ont suivi, grand-père et moi avons commencé une nouvelle vie dans cette petite chambre louée. Je lui ai donné le lit pendant que je dormais sur un vieux matelas par terre. Chaque matin, je faisais du café noir, la seule chose que je savais qu'il aimait. Et nous prenions le petit déjeuner ensemble. D'habitude juste du pain avec du beurre de cacahuète, mais il ne s'est jamais plaint. C'est bon, Grégoire, disait-il, un léger sourire sur les lèvres. Bien que je savais qu'il essayait de me remonter le moral. Notre vie n'était pas facile. Le loyer, la nourriture et les petites dépenses ont rapidement englouti le peu d'argent que je gagnais avec les livraisons. Ma start-up avait du mal, cependant. J'ai passé chaque nuit à coder, essayant de perfectionner le logiciel. Certaines nuits, je restais éveillé à regarder grand-père dormir sur le lit grinçant, me demandant si je faisais la bonne chose. Je voulais lui offrir une meilleure vie, mais tout ce que j'avais était de la détermination et un rêve inachevé. Un soir, alors que nous mangions un simple dîner de nouilles instantanées et quelques légumes, grand-père a soudainement demandé, « Grégoire, regrettes-tu jamais de m'avoir accueilli ?» J'ai figé, stupéfait qu'il puisse penser ça. « Non, grand-père, » ai-je dit fermement. Mon seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il m'a regardé, ses yeux s'éclaircissant comme s'il avait trouvé une étincelle d'espoir. « Tu me ressembles plus que tu ne le penses, » a-t-il dit, sa voix chaleureuse. Têtu, mais avec un cœur. Ces conversations sont devenues des points lumineux dans nos journées difficiles. Grand-père a commencé à partager davantage sur sa vie, comment il a construit le mas des hauts plateaux à partir de rien, les moments où il a failli tout perdre à cause de la sécheresse ou des dettes. Il y a eu un temps où je pensais ne pas y arriver, disait-il, les yeux distants. Mais chaque fois que je tombais, je trouvais un moyen de me relever. Tu dois faire ça aussi, Grégoire. Ces mots étaient comme un feu, ravivant ma résolution de continuer malgré les tentatives de la vie pour m'écraser. Je me suis aussi ouvert à lui. Je lui ai parlé de ma start-up, de mon rêve de créer un logiciel pour aider les agriculteurs à optimiser les cultures. Je veux faire quelque chose de significatif, grand-père, ai-je dit. Mais parfois, j'ai peur de ne pas être assez fort. Il a acquiescé, tapotant légèrement sa canne. La peur est normale, mais ne la laisse pas t'arrêter. J'ai eu peur 1000 fois, mais je suis toujours là. Ces mots m'ont fait me sentir moins seul. Un soir, alors que nous mangions un simple dîner, j'ai parlé à grand-père. Grand-père, je pense que nous devrions réclamer l'argent que tu as donné à mes parents. Ils ne le méritent pas, grand-père a levé les yeux, ses yeux brillant brièvement de surprise, puis de tristesse. Grégoire, à quoi cela servirait-il, a-t-il demandé, sa voix basse mais ferme. L'argent n'achète pas la famille. J'ai secoué la tête, refusant d'accepter son raisonnement. Mais tu as sacrifié ton mas entier. Ils n'ont pas le droit de dépenser cet argent pendant que tu vis comme ça. Grand Pépé a seulement hoché la tête légèrement, ne disant rien de plus, mais ses yeux semblaient indiquer qu'il avait déjà accepté la perte de cet argent. Je ne pouvais pas l'accepter. J'ai décidé de retourner à la maison de mes parents. Non pas parce que je voulais les affronter. Je savais que ce ne serait pas facile, mais parce que je voulais faire quelque chose pour grand-père, même si ce n'était qu'une lueur d'espoir. Un samedi matin, je me suis rendu en voiture chez eux,
qui ressemblait maintenant à un champ de bataille. En entrant, j'ai vu mes parents dans le salon, papa regardant la télévision, maman faisant défiler son téléphone. Ils m'ont regardé, ne montrant ni surprise ni chaleur. Grégoire, qu'est-ce que tu fais ici, a demandé papa, sa voix froide, ses yeux ne quittant pas l'écran. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je suis ici pour parler de grand-père, ai-je dit fermement. Je veux que vous rendiez l'argent qu'il vous a donné. 1 200 000 €. Cet argent lui appartient, et il en a besoin pour mieux vivre. Papa a laissé échapper un rire méprisant, le genre qui me donnait envie de frapper le mur. Le rendre, a-t-il dit, se tournant enfin pour me regarder. Tu crois que je suis une banque? Cet argent a été utilisé pour prendre soin de lui au cours de la dernière année. Électricité, eau, nourriture. Sais-tu combien ça coûte de s'occuper d'un vieil homme? Mon sang a bouilli. Prendre soin de lui, ai-je crié, incapable de me retenir. Vous l'appelez un fardeau et vous lui criez dessus tout le temps. Ce ne sont pas des soins. C'est de l'exploitation. Maman s'est levée, les bras croisés, les yeux glacés. Grégoire, comment oses-tu parler à tes parents comme ça? Toi, un échec qui a vécu à nos dépens, maintenant tu as le culot de réclamer de l'argent. Tu es tout aussi avide. Ces mots coupaient comme des couteaux. Mais je n'ai pas reculé. Grand-père vous a donné tout ce qu'il avait, et vous le traitez comme un fardeau. Il vit dans une chambre louée délabrée avec moi pendant que vous dépensez son argent. N'avez-vous aucune honte? Papa s'est levé d'un bond, le visage rouge de colère. Tais-toi, a-t-il rugi, pointant mon visage. Je me suis occupé de lui pendant 1 an, j'ai fait tous ces efforts, et qu'as-tu fait, toi? Tu n'es qu'un gamin inutile qui court après sa stupide start-up. Mon cœur avait l'impression d'être écrasé, mais je n'ai pas arrêté. Si vous ne rendez pas l'argent, je trouverai un moyen d'obtenir justice pour grand-père, ai-je dit, ma voix tremblante, mais résolue. Maman a ricané, s'approchant de moi. Justice? Qu'est-ce que tu peux faire? Cet argent a été donné légalement à ton père. De toute évidence, ton grand-père nous l'a donné volontairement, pas à toi. Tu veux nous poursuivre en justice? Vas-y, essaie. Tu ne gagneras pas, sa voix dégoulinait de triomphe, comme si elle avait déjà assuré sa victoire. Papa a ajouté, son ton froid. Sors de ma maison, Grégoire. Et ne reviens jamais réclamer quoi que ce soit. Je suis resté là, sentant le sol s'effondrer sous moi. Ils avaient raison. Je n'avais aucune preuve, aucune base légale pour réclamer l'argent. Grand-père l'avait volontairement donné à papa, et moi, un homme sans abri, sans le sou, n'ayant que de la colère, ne pouvais rien faire pour changer cela. Je me suis retourné et suis parti, conduisant loin. En retournant à la chambre louée, grand Pépé était assis dans le vieux fauteuil, tenant un livre sur l'agriculture. Il a levé les yeux, son regard lisant la défaite sur mon visage. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas, a-t-il demandé, sa voix douce, mais teintée de tristesse. J'ai acquiescé, m'asseyant par terre à côté de lui, me sentant comme si le monde entier était contre moi. Je suis désolé, ai-je murmuré, ma voix s'étouffant. J'ai essayé, mais ils ne rendront pas l'argent. Ils ont dit que tout avait été dépensé pour prendre soin de toi. Grand-père a hoché la tête, posant une main sur mon épaule, ses yeux calmes. Je savais que ça arriverait, Grégoire. Ne te blâme pas. Tu as fait assez. J'ai baissé la tête, un poids appuyant sur ma poitrine. Mais tu mérites une meilleure vie, ai-je dit, ma voix se brisant. Je veux juste que tu aies une vie décente. Grand-père a souri, un sourire faible mais chaleureux. Tu m'as déjà donné ça, Grégoire. Une maison, si petite soit-elle, où je me sens respecté. C'est assez. Ces mots me donnaient envie de pleurer, mais je me suis retenu, lui serrant la main, sentant le tremblement dans ses doigts fragiles. Dans les jours qui ont suivi, grand-père et moi avons continué notre vie difficile dans la chambre louée. Je travaillais jour et nuit, livrant des colis et essayant de terminer ma start-up. Mais le peu d'argent que je gagnais couvrait à peine nos besoins de base. Chaque fois que je voyais grand-père assis dans le vieux fauteuil, lisant sous la lumière tamisée, une douleur aiguë me poignardait. J'avais échoué à récupérer son argent, et cela me faisait me sentir totalement inutile. Cette année-là, l'hiver est arrivé plus tôt que prévu, apportant un froid glacial qui s'infiltrait par les fissures de notre chambre louée délabrée. Grand-père,
bien qu'il essaie de garder une façade solide, s'affaiblissait visiblement. Il toussait plus souvent, des toux sèches et rauques qui résonnaient dans la nuit, me tirant de mon sommeil. J'étais inquiet, mais il écartait mes inquiétudes, sa voix basse et rassurante. Juste un rhume, Grégoire. Ne t'inquiète pas, mais je savais que ce n'était pas juste un rhume. À 83 ans, sa santé avait été minée par des années de labeur dans la région des Hauts-Plateaux et les mois passés à être traité comme un invité indésirable dans la maison de mes parents. Un matin, alors que je préparais du café, j'ai entendu grand-père m'appeler depuis le petit lit. Sa voix était faible, presque un murmure. Je me suis précipité vers lui, le trouvant allongé là, le visage pâle, sa respiration laborieuse. « Grand-père » ai-je crié, mes mains tremblant en le touchant. Il a essayé de sourire, mais le sourire ne pouvait cacher son épuisement. « Appelle une ambulance » a-t-il dit, sa voix hésitante. Sans hésiter, j'ai composé le 15, mon cœur battant comme s'il allait exploser. L'ambulance est arrivée rapidement, et je suis allé avec lui à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'il avait une grave pneumonie, probablement due à son âge et à son état affaibli. Il devait rester pour des soins, mais le pronostic n'était pas optimiste. Je me suis assis près de son lit, lui tenant la main, sentant le tremblement de ses doigts fragiles. « Je vais rester ici avec toi » ai-je dit, ma voix s'étouffant. Grand-père a hoché la tête légèrement, ses yeux brillant d'une trace de chaleur. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai presque pas quitté l'hôpital. J'ai arrêté mon travail de livreur, ne retournant à la chambre louée que pour prendre des vêtements et dormir quelques heures avant de repartir. Je me suis occupé de grand-père, le nourrissant à la cuillère de bouillie et posant des linges frais sur son front quand sa fièvre montait en flèche. Il s'affaiblissait chaque jour, mais ses yeux restaient brillants, comme s'ils s'accrochaient aux dernières étincelles de vie. Je lui ai parlé de ma start-up, des lignes de code que j'avais récemment terminées, même si je savais qu'il ne comprendrait peut-être pas entièrement. J'y arriverai, grand-père, et ai dit, forçant un sourire. Il a acquiescé, sa voix faible. Je crois en toi. Mes parents, oncle Philippe et tante Léna ont rendu visite à l'hôpital, mais seulement par obligation. Papa est venu, s'est tenu à la porte, a posé quelques questions de pure forme, puis est parti pour une réunion. Maman a apporté un bouquet de fleurs bon marché, l'a posé sur la table et s'est assise, faisant défiler son téléphone, jetant à peine un coup d'œil à grand-père. Oncle Philippe et tante Léna sont passés une fois, ont offert des paroles vides et ont disparu. Je les regardais, ces gens qui appelaient grand-père leur père, mais leurs actions étaient comme une représentation pour sauver la face. Grand-père n'a rien dit, mais je savais qu'il le sentait. Une fois, alors que nous étions seuls dans la pièce, il m'a tenu la main, ses yeux lourds de tristesse. « Tu es le seul qui est vraiment là, Grégoire » a-t-il dit, sa voix douce mais certaine. Ces mots m'ont brisé le cœur. Une nuit, alors que je somnolais sur la chaise près de son lit, j'ai senti sa main se crisper autour de la mienne. J'ai sursauté, le voyant me regarder, ses yeux voilés mais remplis d'amour. « Grégoire » a-t-il murmuré, sa voix si faible que j'ai dû me pencher pour entendre, mais il n'a rien dit de plus. Ses yeux se sont fermés, sa respiration s'est ralentie, puis s'est arrêtée. Je me suis figé, l'appelant par son nom, le secouant, mais il n'a pas répondu. Grand-père, l'homme qui m'a appris la persévérance et l'amour, s'est éteint dans mes bras sans un dernier mot. Je suis resté assis là, le tenant, les larmes coulant sur mon visage, incapable de les retenir. Le monde a semblé s'effondrer. J'avais perdu grand-père, la seule personne dans cette famille qui me comprenait vraiment. Les funérailles ont été célébrées simplement dans une petite église près de l'hôpital. Papa Daniel les a organisées. Bien qu'il ait reçu plus d'1 million d'euros de grand-père, les funérailles qu'il a préparées étaient douloureusement modestes. Un cercueil en pin, quelques fleurs blanches et un bref éloge funèbre. Maman Brigitte, oncle Philippe et tante Léna ont assisté, mais je savais qu'ils étaient là pour les apparences. Ils se tenaient dans un coin, chuchotant entre eux, leurs yeux dénués de chagrin. Je les regardais, sentant que ces gens n'étaient pas une famille, pas les enfants de grand-père. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel d'un avocat nommé Maître Thomas, qui a dit que grand-père avait laissé un testament et m'a demandé de venir à son bureau. J'y suis allé, le cœur lourd, supposant que grand-père m'avait peut-être laissé quelques souvenirs, comme sa canne en bois ou le livre sur l'agriculture qu'il lisait souvent. Le cabinet de l'avocat était au centre-ville de Toulouse, propre et haut de gamme, un contraste frappant avec ma vie. Maître Thomas, un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture dorée, m'a invité à m'asseoir et a ouvert un dossier épais.
Grégoire Dubois, a-t-il commencé, sa voix calme. Monsieur Henri Dubois vous a laissé toute sa succession. J'ai hoché la tête, peu surpris, pensant qu'il s'agissait de quelques petits objets. Mais ensuite, Maître Thomas a continué, et ces mots m'ont frappé comme un éclair. Henri n'avait pas seulement les 1,2 million d'euros de la vente du mas. Il possédait un portefeuille d'une valeur de plus de 20 millions d'euros, incluant des actions et une quantité importante d'or. Il a accumulé cette fortune tranquillement pendant 50 ans, à l'insu de quiconque dans la famille. Je suis resté assis, stupéfait, n'en croyant pas mes oreilles. 20 millions d'euros. Grand-père, que j'ai toujours cru être un simple fermier qui vivait avec moi dans une chambre louée miteuse, était-il si riche? Êtes-vous sûr, ai-je demandé, ma voix hésitante. Maître Thomas a hoché la tête, faisant glisser une pile de documents vers moi. Ceci est le testament rédigé il y a 2 ans et légalement authentifié. Henri vous a tout laissé, Grégoire, à une condition. Vous devez utiliser cette fortune pour faire quelque chose de significatif. La pièce semblait tourner. Je tenais les documents, mes mains tremblant, me sentant comme dans un rêve. Mais ensuite, j'ai vu la signature de grand-père, son écriture forte et familière, et j'ai su que c'était réel. Mes parents, oncle Philippe et tante Léna étaient également invités à la lecture du testament. Et quand maître Thomas a annoncé les détails, la pièce est tombée dans un silence de mort. Le visage de papa Daniel est devenu pâle, ses mains crispées sur la chaise. Quoi, a-t-il rugi? 20 millions d'euros? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit? La bouche de maman Brigitte s'est ouverte, ses yeux paniqués. Pas possible. Nous nous sommes occupés de lui. Pourquoi donner ça à ce gamin? Oncle Philippe et tante Léna étaient également choqués, leurs yeux se tournant vers moi avec ressentiment. Que as-tu fait pour le tromper, Grégoire? A demandé tante Léna, sa voix coupante. Je n'ai pas répondu, je suis resté assis là, l'esprit encore chamboulé. Je ne savais pas que grand-père était si riche. Je savais seulement qu'il était l'homme qui m'a appris l'amour et la persévérance. Et maintenant, il ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, mais une responsabilité énorme. Dans les jours qui ont suivi la lecture du testament, je me suis senti pris dans un tourbillon. Je ne pouvais pas croire que grand-père, qui avait vécu si simplement à mes côtés dans cette chambre louée exiguë, avait amassé une fortune aussi énorme. 20 millions d'euros, des actions, des terres, de l'or, tout accumulé tranquillement pendant 50 ans, à l'insu de quiconque dans la famille. Au-delà du choc, j'ai senti une lourde responsabilité s'installer sur mes épaules. Grand-père ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé un message. Fait quelque chose de significatif. Ces mots résonnaient dans mon esprit, une flamme guide à travers ces jours chaotiques. Mes parents, oncle Philippe et tante Léna, ne me laissaient pas tranquille. Ils appelaient constamment, leur ton oscillant entre la douce parole et les menaces. Grégoire, tu dois partager un peu avec tout le monde. C'est juste, disait maman Brigitte au téléphone, sa voix dégoulinant de miel. Mais je pouvais entendre la fausseté. Quand j'ai refusé, papa Daniel a rugi. Tu crois que tu as le droit de tout garder? Je vais te poursuivre en justice. Oncle Philippe et tante Léna n'étaient pas différents, envoyant de longs messages avec toutes les excuses pour réclamer une part. Mais j'ai tenu bon. Grand-père a été clair. Celui qui s'occuperait de lui hériterait, ai-je répondu froidement. Et j'étais le seul là pour lui quand vous lui avez tous tourné le dos. Le testament de grand-père était légalement authentifié, accompagné d'une vidéo qu'il avait enregistrée lui-même, confirmant que j'étais le seul en qui il avait confiance. La bataille juridique qu'il menaçait n'a jamais eu lieu. Il savait qu'il n'avait aucune chance. Avec cette immense richesse, je savais que je devais faire quelque chose de digne de grand-père. J'ai commencé par investir dans ma start-up. L'idée d'un logiciel pour aider les agriculteurs à optimiser les cultures, économiser l'eau et augmenter les rendements n'était plus un rêve lointain. J'ai embauché une équipe de programmeurs, loué un petit bureau à Toulouse et j'ai commencé à transformer mon code inachevé en réalité. En 1 an, ma start-up, maintenant nommée la croissance des plateaux en l'honneur du mas de grand-père, est devenue une entreprise leader dans la technologie agricole. Nous nous sommes associés à des agriculteurs en Occitanie, dans les environs de Marseille, et même dans la région des Hauts-Plateaux, fournissant des outils pour lutter contre la sécheresse et le changement climatique. Chaque fois que je voyais des données de notre logiciel sauver les récoltes d'un agriculteur, c'était comme si grand-père souriait d'en haut. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Grand-père m'a appris que la vie n'était pas seulement une question d'argent.
C'était une question de créer du sens. J'ai utilisé une partie importante de la fortune pour construire une maison de retraite appelée le refuge d'Henri. Un endroit pour les personnes âgées abandonnées par leur famille, des gens comme grand-père, autrefois considérés comme des fardeaux. Je l'ai conçu non pas seulement comme une résidence, mais comme un véritable foyer. Au refuge d'Henri, chaque résident avait sa propre chambre, recevait des soins médicaux attentifs et pouvait participer à des activités comme le jardinage, la lecture ou les contes. Des choses que grand-père aimait. J'ai embauché du personnel dévoué qui traitait les résidents comme une famille, pas seulement un travail. Le jour de l'ouverture de le refuge d'Henri, je me suis tenu devant le bâtiment, regardant l'enseigne portant le nom de grand-père, et j'ai senti une larme couler sur ma joue. Je l'ai fait, grand-père, ai-je murmuré comme s'il était toujours à côté de moi. Notre histoire a attiré l'attention des médias de manière inattendue. Un journal de Toulouse a publié un article sur notre parcours, des jours difficiles dans la chambre louée à l'étonnant testament et comment j'ai utilisé l'argent pour faire une différence. L'article s'est largement répandu sur les médias sociaux, et bientôt, j'ai reçu des centaines de messages de tout le pays. Certains me remerciaient de les inspirer, d'autres partageaient des histoires de leurs propres parents âgés abandonnés par leur famille, et certains demandaient de l'aide. Un après-midi, alors que je vérifiais l'avancement des travaux au refuge d'Henri, un garçon d'environ 10 ans avec de grands yeux ronds et des cheveux ébouriffés a couru vers moi et m'a saisi la main. « Monsieur Dubois » a-t-il dit timidement. « Mon grand-père a aussi été abandonné. Pouvez-vous aider ?» J'ai regardé le garçon, me sentant comme si je me voyais il y a des années, impuissant face à l'indifférence de ma famille. Je me suis agenouillé, souriant. « Amène ton grand-père ici. Il sera aimé. » Le garçon a hoché la tête, ses yeux s'illuminant, et j'ai su que le refuge d'Henri n'était pas juste une maison de retraite. C'était l'héritage de grand-père, un lieu où les oubliés pouvaient trouver un foyer. Notre histoire en a inspiré beaucoup. J'ai reçu des invitations à prendre la parole lors de conférences, partageant mon parcours d'un profiteur à la tête d'une entreprise technologique et d'une organisation humanitaire. Chaque fois que je me tenais devant une foule, je partageais la leçon que grand-père m'avait apprise. Tout le sang n'est pas digne de confiance. Ce sont ceux qui te traitent avec leur cœur qui comptent. Je n'ai jamais mentionné mes parents, oncle Philippe ou tante Léna dans mes discours. Ils avaient choisi leur chemin, et je ne leur en voulais plus. Je voulais juste me concentrer sur ce que grand-père avait laissé derrière lui. Pas seulement de l'argent, mais une façon de vivre, une raison de se relever après chaque chute. Un après-midi, alors que je me tenais devant le refuge d'Henri, regardant les résidents âgés jouer aux échecs sous les chênes, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Ma start-up était florissante. Le refuge d'Henri était devenu un foyer pour des dizaines de personnes, et je savais que je faisais ce que grand-père voulait. J'ai levé les yeux vers le ciel, l'imaginant sourire d'en haut. Je l'ai fait, grand-père, ai-je murmuré. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment à ma place. Chaque jour, j'ai poursuivi mon travail. La croissance des plateaux a dépassé les attentes, devenant une entreprise de technologie agricole de confiance pour les agriculteurs à travers le pays. Le refuge d'Henri s'est étendu avec une nouvelle installation dans les environs de Marseille, et j'ai créé un fonds de bourse d'études au nom de grand-père pour soutenir les jeunes qui poursuivent des rêves en agriculture ou en technologie. Mais surtout, j'ai vécu avec le but que grand-père m'a inculqué, faire quelque chose de significatif. Je ne voulais pas être juste un homme riche. Je voulais être quelqu'un qui rend le monde un peu meilleur. Un soir, debout sur le balcon des bureaux de la croissance des plateaux, regardant les lumières scintillantes de Toulouse, j'ai réfléchi à mon parcours, d'un profiteur raté vivant dans le grenier de mes parents à la tête d'une entreprise technologique et d'un refuge pour les oubliés. J'ai pensé à grand-père, au jour où nous partagions des nouilles instantanées, aux histoires qu'il racontait sous la lumière tamisée. J'ai pensé à ces mots et seulement, ne laisse pas la peur t'arrêter. Et je savais que même s'il n'était plus là, il restait la flamme guidant mon chemin. Mon conseil pour vous si vous lisez cette histoire est de vivre avec votre cœur. La vie aura des moments où vous vous sentirez seul, abandonné, ou douterez de vous-même, mais cherchez ceux qui vous aiment vraiment. Pas pour l'argent ou le profit, mais pour qui vous êtes. Persévérez dans vos rêves, aussi lointains qu'ils puissent paraître. Et surtout, faites quelque chose de significatif, pas seulement pour vous-même, mais pour ceux qui vous entourent. C'est ainsi que grand-père a vécu, et c'est ainsi que je choisis de continuer.